Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée donc, de lancement de campagne, donc la campagne législative de la France Insoumise. Merci d'être venus nombreux ce soir. Donc nous, on va vous présenter les différents candidats. L'objectif pour cette campagne, c'est d'avoir une majorité parlementaire pour gouverner à l'Assemblée nationale. On s'est regroupé autour du programme L'Avenir en commun, qu'on a porté déjà pendant les présidentielles. Et donc là, on est vraiment dans la continuité de cette campagne présidentielle. C'est pour ça que les candidats qu'on vous présente sont sous l'étiquette de la France Insoumise. Donc on est un mouvement ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est le premier engagement politique, d'autres qui ont déjà travaillé et qui sont encartés, que ce soit au Parti communiste, chez les Verts, au PG. Nous, ce sont les citoyens et les militants sur les circonscriptions qui ont choisi au cours de différentes assemblées les candidats qu'ils souhaitaient pour les représenter. Et donc ensuite, ces candidats ont été validés au niveau national. Donc des fois, on nous fait un peu le reproche d'être très dicté par le national, pas du tout. C'est un mouvement vraiment citoyen et les candidatures ont vraiment émané des différentes circonscriptions de l'Indre-et-Loire. Et on cherche aussi d'obtenir vraiment de se présenter vers les électeurs, vers les citoyens directement, plutôt que de s'adresser directement à des structures. Par exemple, la plateforme de Jean-Luc Mélenchon qui recueille des signatures de parrainage citoyen, elle est passée de 300 000 signatures pendant la présidentielle à 500 000 maintenant. Donc on voit vraiment qu'il y a un engouement populaire autour du mouvement de la France Insoumise. Ce soir, nous allons vous présenter donc, une conférence gesticulée. C'est Olivier qui vous présentera la conférence intitulée Chômeurs en miettes. C'est une conférence gesticulée. Dans un deuxième temps, on fera une présentation, enfin les candidats des différentes circonscriptions se présenteront et ils évoqueront les thèmes qui leur tiennent le plus à cœur, que ce soit des thèmes de campagne, plus liés à leur circonscription. Et enfin, on fera un débat avec vous dans la salle sur les questions que vous pouvez avoir sur le thème, la campagne. Voilà. Donc je vais laisser Olivier nous faire sa présentation de conférence gesticulée. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes venus pour la réunion du Pôle emploi, vous aussi? Oui. Parce que j'ai reçu une convocation marquée dessus pour une réunion concernant votre situation. Et c'est tout. Ah, c'est le monsieur qui est là. Ah. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 65 ans, je suis de famille ouvrière, j'ai été au lycée. Les années 68, j'ai raté le bac, travail à 18 ans et demi. À 21 ans et demi, 21 ans, je repasse un CAP en formation adulte, tourneur sur métaux, je rentre à l'usine, j'y suis resté 17 ans. J'y ai découvert le droit syndical, le droit du travail, le droit tout court, et les ouvriers. Et suite à des licenciements, c'était une grosse entreprise que certains connaissent, qui s'appelle ici, à Tours, ça a été la Sprague, à Tours-Nord. Suite à des licenciements économiques, j'ai repassé en fait le bac à 35 ans, j'ai fait quelques études et j'ai pu ainsi passer un concours et rentrer à la NPE en 91 et est devenu en 2008 le Pôle emploi par fusion avec la CEDIC. Donc j'y suis resté 21 ans. Voilà. Et puis, actuellement, je suis à la retraite, donc je tiens depuis maintenant 3 ans une permanence chômeur à la CGT d'Indre-et-Loire. Alors là, c'est pour le spectacle.
Et puis en février 2013, donc c'est pas vieux, à Nantes, Monsieur Jamel Lechard, ouvrier intérimaire, inscrit au chômage, se suicide devant son agence, Simone Parlefeu, pour une banale question d'allocation chômage. Alors ce soir, cette réunion, de mon point de vue, je voudrais qu'on rende un hommage à M. Lechard, et puis à tous ces chômeurs, ces milliers, ces millions de chômeurs qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, et qui ne savent pas pourquoi. Alors dans ce récit, donc qu'on appelle conférence gesticulée, en fait, c'est qu'il y a, je vais essayer de vous présenter des points d'histoire, des points un tout petit peu de code du travail, et puis des histoires liées à mon expérience professionnelle, et c'est le lien entre les deux. Voilà, vous en verrez ce que ça donne. Alors j'ai mis en scène quelques conseillers Pôle emploi, moi parfois. Une de mes critiques, c'est le modèle que le Pôle emploi veut donner, le moule que veut faire le Pôle emploi de ses agents. Je sais que parmi les agents, il y a beaucoup de gens qui font de la résistance, hein, et beaucoup ont aussi des pratiques professionnelles qui sont vraiment comment dire, empathiques et remarquables. Pas tous. Alors pour parler des travailleurs au chômage, moi j'emploie le terme de chômeur. Chômeur en fait. Alors le chômeur, c'est le terme est très moche. La réalité, elle est encore plus moche. Les chômeurs sont réduits en miettes et ils sont souvent les miettes de la société. Pour cette conférence, alors donc, il y a ce micro qui vient de la salle. Il y a un PowerPoint qui normalement tombera assez rarement en panne, c'est ça. Voilà. Et puis, parfois ça tombe en panne. Hein. Alors, vous le savez peut-être, le Pôle emploi organise pour toute son activité d'aide à l'orientation, à la recherche d'emploi, au placement, ce qu'on appelle au placement, convoque les gens, voilà, convoquer à une réunion, convoque à des entretiens, et ça se fait par milliers, par millions de convocations par an. Et donc, la plateforme téléphonique, depuis quelques années, d'accueil, c'est donc... Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Alors, il y a quelques années, j'avais demandé à un copain qui était au chômage, je dis, mais quand tu reçois ces convocations, moi, elles me gênaient hein, en tant que conseiller, tu reçois ces papiers, qu'est-ce que tu en penses? C'est des papiers pour ton bien, pour te convoquer, pour t'aider, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il me dit comme ça, tu sais, chômeur débutant, alors là, tu fouettes, tu balises, tu as peur. Tu te sens acculé. Mais quand tu es un vieux chômeur comme moi, plus d'un an de chômage, long chômeur comme il disait, alors là tu connais le topo. Topo. Quel topo? Alors c'est l'objet de mon intervention ce soir, alors qui est raccourci par rapport à la prestation normale pour qu'il y ait du débat parce que la soirée est courte. Voilà, donc il va y avoir des choses qui ne se font pas faire, mais ça fait rien. Cette soirée, alors moi je vais aborder 4 points qui ne sont pas trop connus. D'abord, on dit le Pôle emploi, ça ne sert à rien. C'est inefficace, vous voyez le chômage, la courbe du chômage qui s'envole, etc. Ça ne sert à rien, le Pôle emploi c'est bien connu, voilà, vous voyez l'Allemagne. Inefficace le Pôle emploi. En France, il y a actuellement 5,5 millions personnes inscrites au Pôle emploi. Bon, 5,5 millions inscrites. Donc c'est inefficace. Mais 5,5 millions de personnes et pratiquement aucune réaction collective.
Est-ce que ça, c'est pas de l'efficacité? C'est même, je pense, sa principale efficacité. Alors, comment ça se pratique, cette efficacité? Avant, je vais vous dire quand même un petit quelque chose. Alors, c'est juste que quand je travaillais à l'usine, quand j'étais jeune, j'ai travaillé pendant 3 ans comme ouvrier spécialisé, c'est-à-dire non qualifié, sur une presse qui était toujours la même, presse bouton on appelait ça. Et on ne nous parlait pas à l'époque. Hein, quand il y avait un problème technique, évidemment, ingénieur, chef d'équipe, contremaître, etc., on n'adressait pas la parole aux ouvriers. Et alors, avec un copain, on faisait juste pour dire, c'était pas syndical du tout, hein, juste pour dire qu'on existait, de temps en temps, on faisait du sabotage. On se débrouillait, enfin, je vous raconte pas, parce que j'ai pas le temps, mais on se débrouillait pour faire péter des pièces électroniques par quelques milliers, et hop. Et alors, j'ai pas tiré de derrière de ça, mais ce que j'ai appris, c'est que dans toute situation de travail, même dans les plus petits postes, on a toujours une marge de manœuvre. Et quand on le sait, de cette expérience-là, ensuite on a tiré une grève sur les salaires victorieuses, qui était assez fulgurante, et on a eu cette connaissance-là par ce fait-là. Et j'ai compris plus tard en faisant des études qu'il y a des sociologues qui ont analysé ça, notamment un monsieur qui s'appelle Michel Crozier, un livre qui s'appelle L'acteur et le système, sociologue, et qui parle de ces marges de manœuvre, et c'est un des objets de mon combat. Donc là, c'était juste pour le petit souvenir. Alors, je vais vous raconter quand même une conversation que j'ai eue en tant que conseiller. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Alors, normalement, j'ai le téléphone, mais avec le micro et le téléphone, c'est pas pratique et je ne vais pas tenir, c'est ça. Alors donc, je reçois un appel d'une personne. Oui, bonjour. Oui. Vous n'avez pas touché votre allocation chômage? Non. Vous avez fait votre mise à jour mensuelle? Oui. Vous avez travaillé 10 jours de travail dans le mois? Oui. Et? Ah, vous aviez commencé un travail de garde d'enfant et au bout de 10 jours, vous avez arrêté la période d'essai parce que cet enfant était caractériel. Bon, et les parents aussi. Oui. Oui, donc vous avez rompu la période d'essai. Vous avez raté quelque chose? Ah non, non, rien du tout. Non, 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 c'est la réglementation. Ah non, il n'y a rien à faire. Non, non, il n'y a pas de recours. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est du presque pratiquement quotidien. J'en ai encore reçu une personne il y a 3 jours qui m'a dit la même chose. Alors je vais juste vous lire quelques mots d'un tract syndical selon le Code du travail. Donc vous entendez bien là où ça va? Donc tout contrat de travail comporte une période d'essai. Vous pouvez arrêter l'essai à tout moment sans motif. Et l'employeur également. Ça, c'est le Code du travail. Mais si vous arrêtez cet essai pendant la période prévue, alors le Pôle emploi vous déclare démissionnaire. Si l'essai a duré plus de 8 jours, le Pôle emploi va bloquer vos allocations au chômage. Si vous en avez. Pendant au minimum 3 mois. Il faut retravailler 3 mois pleins pour retrouver ces allocations intérieures. Voilà, donc ça c'est la législation en cours. Alors le Pôle emploi, qui est quand même, il y a quand même des gens très au niveau national, très futés là,
Ils ont appelé ça, alors, dans la réglementation, ça s'appelle la démission au fil de l'eau. Démission au fil de l'eau, parce que ça veut dire qu'on touche une allocation et... Alors ça m'a donné l'idée de faire une petite chanson idiote comme ça, là, que vous pouvez reprendre. Quand on se balade au fil de l'eau et qu'on se marre de son boulot, on se retrouve le bec dans l'eau, dans un sacré méli-mélo. Quand on se balade au fil de l'eau et qu'on se marre de son boulot, on se retrouve le bec dans l'eau, dans un sacré méli-mélo. Ça marche très bien les consignes, hein, il n'y a pas besoin de 2-3 fois, c'est bon, on a tous compris. Hein. Et alors, sur quoi ça s'appuie, ce départ au fil de l'eau? Eh bien, ça s'appuie sur un article, 54.22, un paragraphe du Code du travail. Je vous en lis à 6 lignes. Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement. Donc, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, involontairement? Alors, là, je vais faire un détour historique pour dire d'où ça vient. Je remets ça parce que... Alors en fait, ça a commencé il y a plus de 100 ans, ça a commencé même dès 1820 en Angleterre, en France, aux USA. Les syndicats ouvriers anglais, en France ils étaient interdits encore, les corporations de métiers commencent à créer des caisses de secours, mutuels, qui sont pensées à l'époque comme un outil de stratégie ouvrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces caisses étaient réservées aux adhérents. Première chose. Et elles étaient pensées, en fait, pour pouvoir refuser un emploi quand l'employeur était vraiment trop pourri, on va dire. Ou les conditions de travail, ou les salaires convenaient vraiment pas par rapport à l'époque. Et donc, eh ben, en fait, les corporations, les syndicats poussaient leurs adhérents à partir pour éviter que ça s'aggrave, et pour pouvoir partir, ils leur payaient des allocations. C'était même, pratiquement, pour certaines corporations, par exemple les compagnons aussi ont fait ça, compagnons du devoir, c'était un devoir de partir. Et même, l'aide était refusée si l'ouvrier abîmait l'image de la corporation. À ces époques-là, au XIXe siècle, assez fréquemment. Et les syndicats eux-mêmes ont créé des bureaux de placement, en fait ils ont appelé ça comme ça, et qui a servi, il faut le dire, à faire le tri entre les bons et les mauvais, au niveau ouvrier. Et c'est en fait, les corporations, les syndicats présentaient aux employeurs des ouvriers qui considéraient comme aptes et sérieux et à tout point de vue, moral également. C'est ce qu'on a, si je ne me trompe pas, c'est ce qui reste également encore, qui a resté longtemps dans l'imprimerie et chez les dockers. Mais dans le même temps se développe le chemin de fer, 19e siècle, et il faut attirer les travailleurs et il faut contourner les corporations pour les entreprises. Et les libéraux vont imaginer une organisation du marché du travail, c'est eux qui pensent à ça, parce que par besoin d'avoir une main-d'œuvre importante. On trouve déjà en 1842 un économiste français qui s'appelle Molinari qui lance l'idée d'une bourse du travail. Alors dans sa tête, la bourse du travail c'était comme une bourse d'actionnaires, c'est-à-dire un échange de salariés et d'informations. Et en fait l'enjeu c'est le contrôle du marché du travail. Assez rapidement les communes les plus riches vont subventionner ces bourses du travail contre la paix sociale.
Et les syndicats qui acceptent petit à petit le font, parce qu'évidemment il y a l'argent qui est en route, il y a le marché du travail qui est, enfin, c'est toujours compliqué, mais la contrepartie c'est qu'ils doivent accueillir tous les travailleurs, même les non syndiqués qui représentaient 90% de en fait, du monde salarial. Nos gouvernements anglais et français vont inventer les politiques publiques de l'emploi. Ça date de première grande loi 1904. Première grande loi qui oblige les communes urbaines à créer des bureaux de placement. En Angleterre, 1909, premier service national de placement public et assurance chômage. Alors là-dessus, c'est pas évidemment vu comme ça, mais il y a 4 idées forces qu'on retrouve aujourd'hui. Premièrement, trier les bons et les mauvais. Deuxièmement, aider les bons et ignorer les mauvais. La charité, à l'époque c'était la charité. Troisième point, diffuser largement les offres d'emploi, par besoin, et pour casser les monopoles syndicaux. Et déjà, refus d'une offre d'emploi, arrêt de l'allocation chômage. En 1914, ça continue, en France, création du Fonds national du chômage, qui définit le chômeur ou le chômage involontaire. Donc ça fait plus de 100 ans qu'on parle de chômeur involontaire et du chômeur volontaire. Ainsi, en 10 ans, on va dire, on est passé de quelques centaines de milliers de travailleurs qui étaient couverts par ces secours mutuels à 8 millions de personnes en France couvertes par le service public. Donc on voit que les syndicats, sur ce plan-là, avaient perdu la bataille. En 1936, à ma connaissance, sur ce point-là, il y a eu de changer. En 1945, le service public du placement en France devient un monopole public, mais on retrouve tous les textes des lois de l'époque. Le but, c'est la reprise de l'activité économique. Ce n'est pas pour sauvegarder les ouvriers. Donc ce n'est pas un moyen d'émancipation. Il s'agit de retrousser les manches. Le travailleur au chômage doit se soumettre dès le début. Alors les syndicats et partis de l'époque, partis de gauche, ont adhéré massivement à l'idée du progrès par le travail, bien sûr, et vont se battre pour des droits plus avantageux. Ils sont devenus plus avantageux. Mais sur ce point précis, il y a, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de contestation de la soumission légale des chômeurs à l'État et aux entreprises. Alors aujourd'hui, ça reste la règle, c'est-à-dire que donc, un salarié arrête son contrat, dont l'intérim. Vous arrêtez volontairement de l'intérim, c'est une démission. Si ça vous coupez en cours de mission. Une période d'essai, c'est une démission. Le résultat, pas d'allocation chômage. Alors qu'est-ce qui se passe la première fois qu'on reçoit quelque chose comme ça, les gens que je reçois, qu'on écoute, on est suffoqué, on est désemparé, on ne comprend pas, on a peut-être travaillé 15 ans avant, on change de travail, on en reprend un autre, on démissionne en période d'essai et on n'a plus rien. Ça c'est une réalité qui est terrible, qui tombe dessus. On est seul et on est effondré. Et la deuxième fois qu'on reprend un travail, si on y arrive, qu'est-ce qu'on fait la deuxième fois? On s'écrase. En période d'essai, on s'écrase. Même si c'est mal payé, même si c'est une mauvaise ambiance, même si c'est loin, même si c'est dur. Plus dur que ce qu'on pensait. Et les salaires, en ce moment, sont en baisse, et les syndicats sont en baisse. Bon, mais alors, quand même, oui, on peut trouver pire, plus méchant, sans scrupule. Alors, la punition, pour l'emploi, la punition radicale, c'est l'interdiction d'être inscrit sur les listes du Pôle emploi. Et interdiction d'être inscrit, ça veut dire impossibilité de toucher une allocation chômage. Ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois pour beaucoup de cas, cette interdiction. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors là, il y a une méthode qui est justement le refus d'offre d'emploi. Voilà, pas en panne, mais
Alors le refus de l'offre d'emploi, c'est quasiment une infraction au Code du travail. Alors le Code du travail, qui est quand même notre protection à tous, oblige et organise l'obligation d'accepter les offres d'emploi. Un petit article, 54.12, que je vous lis 2 lignes. Est radié de la liste des demandeurs d'emploi dans des conditions déterminées par le Conseil d'État la personne qui, sans motif légitime, refuse à 2 reprises une offre raisonnable d'emploi. Numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Alors comment est-ce possible ça? C'est que quand vous vous inscrivez au Pôle emploi, en fait vous signez l'acceptation de ce qu'on vous donne, les ordres qu'on vous donne, pardon, notamment les offres d'emploi. Alors ce qu'on appelle quand même une offre d'emploi, c'est pas un emploi. Hein. C'est pas accepter un emploi parce que nous, on n'a pas le moyen, nous, le Pôle emploi, on n'a pas le moyen de forcer les entreprises. Donc, accepter une offre d'emploi, c'est accepter de prendre un contact avec une entreprise. Absence de contact, c'est à 2 reprises, ça amène la possibilité de sanction de 15 jours. Pourquoi? Eh bien parce que si vous refusez, on considère que vous cherchez à rester au chômage. Et si vous cherchez à rester au chômage, vous êtes volontaire. Et si vous êtes volontaire, on ne vous paye plus. C'est simple. Puni. Vous êtes coupable, vous êtes responsable, pas de ça chez nous. Alors, pas de caricature, là je caricature un petit peu. En fait, le Code du travail oblige, sous certaines conditions, notamment la première année de chômage. Il faut que ça cadre avec, il faut que l'offre corresponde à un cadre professionnel et personnel qui tienne compte des diplômes, de l'expérience, des compétences, de la mobilité, la vie de famille, etc., des anciens salaires pratiqués. Voilà, donc c'est plutôt protecteur. Mais la première année, la deuxième année, l'offre raisonnable, alors c'est l'offre raisonnable, c'est le mot du Code du travail, hein, le terme du Code du travail. Il devient raisonnable d'accepter beaucoup moins en fait. Il devient raisonnable d'accepter jusqu'à 40% de moins de son salaire antérieur, par exemple. Il devient raisonnable d'accepter jusqu'à 1 heure de trajet pour aller travailler, même si on a des difficultés pour avoir une voiture. Il devient raisonnable de prendre un emploi déqualifié dans la mesure où vous êtes capable d'en prendre un déqualifié. Il y a eu quelques années des secrétaires de direction à qui il avait été proposé de faire les vendanges parce qu'elles avaient 2 bras et 2 jambes. Ben oui. Alors l'offre raisonnable, c'est, je pense, l'offre décente de M. Macron, ce sera à quelque chose près la même chose. Celui qui refuse cette offre, bah bien, c'est un avertissement. Alors l'avertissement, je ne vous lis pas tout. Vous avez élaboré, monsieur, madame, votre projet de personnalité d'accès à l'emploi qui détermine les conditions, etc. Le Pôle emploi vous a proposé un emploi de nanana auquel vous n'avez pas donné suite. L'offre que vous avez refusée constitue une offre raisonnable d'emploi au sens de l'article 54.11. Je vous informe que dans le cas où vous refuseriez sans motif légitime une seconde offre d'emploi, je serai contraint, c'est le directeur qui parle, je serai contraint de procéder à votre radiation pour 15 jours. Alors, parfois ça dérape, ce genre de choses, assez souvent. Les conseillers ne sont pas forcément bien armés pour ça. Parfois, c'est des usagers qui sont armés. C'est arrivé, là, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est arrivé à une agence d'Orléans, un monsieur qui est venu avec une hachette à la main. Hein, c'est véridique, il est venu, il était soudeur hautement qualifié, on lui a proposé une offre de distributeur d'annuaires, et ça faisait plus d'un an de chômage. Et il a pété les plombs. Donc ça, il y a quelque chose qui va bien au-delà de l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui se joue? Évidemment, la sanction. La sanction, c'est très très important, puisque ça, le minimum, c'est 15 jours d'arrêt d'allocation, donc vous vous imaginez 15 jours sans salaire. Donc la moyenne nationale, 550 € hein, d'amende, si on prend la moyenne nationale des personnes indemnisées.
Et puis c'est surtout, c'est l'indifférence au métier. Tout d'un coup, on n'est plus rien. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Et puis la radiation, qu'on soit indemnisé ou pas, la radiation, c'est le bannissement organisé par l'État. On n'existe plus aux yeux de la société. Donc là, il y a quelque chose sur le plan psychologique qui est extrêmement lourd, grave et qui a été analysé par plein de gens. C'est le sentiment de l'abandon qui ont traversé nos élections. Je crois que le système Pôle emploi en a fait partie. Alors bon, on peut se dire, bon, après tout, c'est le bon sens, quand même, on sait que c'est dur, mais la société est dure, les machins, il faut faire des efforts. Voyez les Allemands, voyez les Anglais, voyez les Espagnols, ils ont fait des efforts. On n'aurait pas demandé, mais ils ont fait des efforts. C'est l'évolution, etc., etc. Les agents eux-mêmes, majoritairement, ils ne sont pas très chauds pour ce genre de choses. Hein. Alors la direction du Pôle emploi, depuis déjà longtemps, a une politique très très efficace qui vient du milieu du privé. C'est le contrôle interne. Ah, la soumission par le contrôle interne et la gestion par les chiffres. Là, c'est plus les chômeurs qui sont en cause, ce sont les agents. Grâce à l'informatique, actuellement, on peut tout avaler, tout traquer, on peut, sans commentaire, on peut soutirer, comparer, etc., recouper. Une offre, elle a plus d'épaisseur, elle a quel que soit. Un demandeur, un chômeur, c'est un sujet qu'on observe, un objet qu'on observe même. Et les agents, eux-mêmes, sont entraînés dans une gestion impitoyable. Alors, ça date de longtemps, puisqu'un des premiers grands documents, 2008, voilà, les indicateurs de performance, un document qu'on avait à l'époque, 33 indicateurs, dont le nombre d'offres, le nombre d'embauches. Alors, une offre, il faut savoir, une embauche, faites une embauche, le Pôle emploi, oui, il a réalisé une embauche. La personne s'en va au bout de 2 heures parce que le boulot ne lui plaît pas. Pour le Pôle emploi, c'est une embauche. Ah, voilà, donc l'embauche réelle n'existe pas, enfin, le papier existe. Voilà. L'emploi, il n'existe pas. Mais, alors évidemment, toutes ces primes, tous ces indicateurs se font avec des primes pour la hiérarchie. Je passe là-dessus. C'est une vision managériale hein, qui est en cours dans tous les services publics, évidemment, et une grande majorité des boîtes privées. Alors je vous passe, il y a des livres qui sont, pour ceux que ça intéresse, des livres essentiels à mes yeux. La société malade de la gestion d'un monsieur qui s'appelle Vincent de Gaulle-Jacques. Hein, il y a eu l'emprise de l'organisation collective Max Pagès, alors c'est la socio, etc. Mais s'il y a des gens intéressés, c'est vraiment très très important. Alors les directeurs eh ben, souvent ils sont zélés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des consignes, ils jouent un petit peu leur prime, ils jouent leur place, et qu'est-ce qu'ils font? Ils reportent ça sur les conseillers, bien entendu. Alors voilà, bon. Alors ça c'est une petite anecdote qui m'est arrivée à moi-même. La dernière année où je travaillais. Donc c'est ma directrice qui m'appelle. Olivier, on se tutoie, on se tutoie assez facilement. J'ai changé ton planning de demain. J'ai convoqué 60 demandeurs d'emploi pour une réunion d'information et tu l'animeras. 60 personnes, une réunion pour demain. Et c'est quel sujet? Eh bien, on a mis une réunion concernant votre situation. Et sur quels critères les gens ont été choisis? Eh bien, ce sont tous ceux qui n'ont pas eu d'entretien depuis 3 mois. Tout métier confondu, toute situation confondue, tout âge confondu. Bon, 45 personnes sont venues. Pour rien, parce que je n'avais rien à leur dire. Hein. Je leur ai dit que j'avais rien à leur dire. Je pouvais me permettre, vu le projet de la retraite. Les gens ont fait 20 km en vélomoteur pour venir. Écoutez qu'ils n'avaient rien à leur dire. Ma directrice m'appelle, un petit peu après, et elle m'a dit alors, il y a eu combien de personnes? J'ai dit 45. Ah, je te félicite. Ah,
c'est très bien. Bon, donc, tu enregistres un entretien par personne. Alors, je lui dis, je peux pas rentrer dans la cuisine interne, mais il y a une codification pour les réunions, il y a une codification pour les entretiens. Un entretien prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Une réunion prend le même temps, on voit 45 personnes. Donc je lui dis, mais c'est pas la procédure. Ah oui, mais on est en retard. Voilà. Ah, c'est aussi véridique. Alors en fait, ma directrice m'a demandé de tricher. Je suis dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux mauvaises solutions. Un dilemme, une mauvaise solution. Soit je refuse ce qui est mon droit, quand même, et mon devoir moral. Mais je sais que le travail sera fait par un agent administratif parce que ma directrice va lui donner la liste des gens. Voilà. Que les 15 personnes vont recevoir un avertissement, qui ne sont pas venues vont recevoir un avertissement. Et que sur la moitié, il y en aura la moitié, par exemple, qui seront radiés. Parce que ça marche toujours comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, etc. Bon, ça me gêne beaucoup. Si j'accepte, je participe à ce que les sociologues appellent la dictature du chiffre. Et je fais comme si. C'est-à-dire que je fais des faux entretiens pour les absents. Je tape des entretiens qui ne devraient pas être. Alors, personne n'est dupe, mais personne n'a été radié. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, en fait? Très difficile. Et je vais souligner que parmi les conseillers du Pôle emploi, il y en a un certain nombre qui n'ont jamais radié, ni demandé de radiation de leur vie. Alors le tableau est quand même sombre, hein, c'est pas très marrant, hein. J'ai presque fini. Il reste à parler de la réalité. Je vais accélérer un petit peu parce que tout le débat après, pas là-dessus. La réalité des radiations. Alors, la réalité des radiations en France. Pour savoir de quoi on parle, donc depuis un an, il y a eu 570 000 personnes qui ont été radiées. Ce qui fait, donc radiées pour la grande majorité pour 2 mois, absence à entretien. 2 mois sans revenu. Hein, vous imaginez ça. Pour ça fait au moins 1 million de personnes qui ont reçu un avertissement avant. Et là, en gros, la moitié, voilà, pour qui on considère que le motif est bon. Ça fait 10% des gens qui sont inscrits. Et les radiations, c'est une menace incroyable. Alors, juste en tenant compte de l'augmentation de la population active par rapport à 91, 92, quand j'ai commencé à travailler, à l'époque, il y a eu un pic de chômage, on était à 10% et demi. Hein, moins de chômeurs et moins de salariés, mais il y a eu un pic. Eh bien, la NPE de l'époque procédait à peu près 27 fois moins de radiation. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est une politique. Toujours fondé sur le même article, hein, Code du travail, que je vous ai déjà en partie lu, hein, c'est toujours la même, un autre paragraphe, est radié de la liste des demandeurs d'emploi, la personne qui refuse de répondre à toute convocation. Donc service, Pôle emploi, etc. Voilà. Alors c'est dramatique pour les gens et pour beaucoup de directeurs, et même maintenant de plus en plus malheureusement de conseillers, c'est assez banal. J'ai reçu à la permanence syndicale une dame. Je vais vous lire un petit courrier. Ah, est-ce qu'il est parti? Oui, il n'est pas parti. Attendez. Une dame qui n'a pas pu aller à une convocation. Alors, elle avait fait un courrier, je vais vous le lire, il est très très rapide, hein, Pôle emploi, directeur, etc. Je vous écris cette lettre, alors c'est difficilement écrit, hein, c'est pas tapé, c'est écrit à la main, des ratures, etc. On fait comme on peut. Je vous écris cette lettre parce que je viens de voir le courrier de radiation par absence à l'entretien de suivi tel jour. Je ne comprends pas pourquoi ce courrier d'avertissement, parce que je suis passé à l'accueil pour signaler mon absence. Vu mon déplacement à Lille, pour, etc., et donne même les dates, les horaires du train.
Et le conseiller à l'accueil m'a dit qu'il allait le signaler dans mon dossier, et que voilà. Et je vois que c'est pas fait parce que je ne pouvais pas venir en rendez-vous. Et je suis rentré, etc. Point, c'est tout. Voilà comment on se défend comme on peut. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, parfois, les responsables, directeurs trouvent que c'est justifié, mais il faut que c'est très très bien justifié. Et puis, pas mal de fois, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent... Ça, c'est pas un écouteur de baladeur. Hein. Pour ceux qui font du jardinage ou du chantier, c'est un casque anti-bruit. Ah, donc si, j'ai pas le temps de la mettre, mais si quand on met ça, on n'entend à peu près plus rien, sauf si ça crie. Bon, une manif, on entend. Mais là, je m'entends à peine. Là. Je m'entends à peine. Alors, le directeur de cette agence, qui a reçu ce courrier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas convoqué la personne. Il m'a envoyé une lettre, décision de radiation. Vous, madame, vous nous avez fait part de vos observations dans le délai prescrit. Cependant, le justificatif reçu n'est pas recevable et n'est pas de nature à modifier mon intention. En conséquence, je vous informe que j'ai procédé à votre radiation pour une durée de 2 mois. Pof. Voilà. L'ordinaire, donc, pour 570 000 personnes par an. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'espoir là-dedans? Hein? Vous le saurez au prochain feuilleton. Il y a des amis qui vont vous en parler. Il y a évidemment toujours des solutions individuelles qui existent, des conseillers super qu'on trouve, etc. Bien. Mais après, c'est vraiment au niveau politique, hein, je pense. Alors, il faut se souvenir, la petite image de l'ouvrier, c'est que, hein, pour moi, c'est vraiment très très fort depuis ce moment-là, on a toujours des marges de manœuvre, de résistance, hein, qu'elles soient individuelles un petit peu, mais surtout collectives, et ça existe toujours. Donc il faut augmenter ces marges de manœuvre, et sur un plan politique, on va dire, moi j'ai 2 choses à proposer, qui vont concerner les futurs députés, du coup, c'est pas prévu au départ, mais eh bien, c'est l'abolition du système de radiation, qui est la principale emprise des chômeurs et forcément des salariés, puisque les chômeurs sont tous des salariés, ou salariés en puissance, souvent avant, et en plus, tout le monde a dans sa famille, etc., quelqu'un qui... Donc, c'est une pression générale sur la société. Donc ça se... C'est très facile. Donc il y a un article à relever du Code du travail, beaucoup, même pas une page. Et puis un autre article qui est la fin de la distinction entre chômeurs volontaires et chômeurs involontaires. Voilà. Donc c'est très simple aussi. Il y a 2 pages dans le Code du travail, un gros article. Le plus dur, c'est que ça fait plus de 100 ans que ça existe, évidemment. Et alors pour vraiment, là je vais arrêter, s'il est 9h. Hein, je voudrais finir par une chanson. Une chanson qui est une chanson de mineurs américains. Alors, c'est une chanson qui a été écrite en 1931. Il y avait vous savez que les mineurs, les Américains ont un système de grève assez... qu'on ne connaît pas, nous, mais quand ils se mettent en grève, ça dure souvent 1 an et demi. Il y a eu des grèves vertigineuses, notamment de mineurs, et il y a des caisses syndicales qui payent, bon, et c'est très très dur. Et à l'époque, ça se réglait avec des milices qui étaient armées. Hein, ça existe encore, hein, aux États-Unis évidemment. Et il y a une femme d'un leader syndicaliste, c'était dans le Kansas, et c'était dans une ville qui s'appelle Harlan. Le patron était une grosse mine, hein, qui s'appelait Monsieur Blair, comme Tony, mais bon. Et en fait, il avait envoyé ses ministres contre le syndicat, et ils ont dévasté la maison de ce syndicaliste devant sa femme et ses enfants.
Et sa femme, dans la foulée, qui était jeune à l'époque, a fait une chanson qui dit « Dans quel camp tu es, de quel côté ?» Et cette chanson, elle est devenue l'hymne des mineurs, de tous les syndicats de mineurs américains. Et on a pu le revoir, il y a eu un documentaire que j'ai vu au studio en 1976, sur la même mine et avec les mêmes soucis, et avec cette femme de 80 ans qui chantait devant des mineurs cette chanson. Alors je vais vous la proposer pour finir, en français, une traduction perso. Alors le refrain est très simple, c'est « Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? De quel côté? » Approchez tous les mineurs, j'ai des choses à vous dire. Comment notre bon vieux syndicat a résisté au pire. Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? De quel côté? Mon père qui était mineur m'a fait jurer un jour que je serai au syndicat jusqu'à ce qu'on gagne toujours. Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? De quel côté? On dit dans la ville d'Arlan, personne ne peut se taire. Tu es dans le camp des mineurs ou vendu à John Blair. Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? De quel côté? Vous restez là sans bouger, mais comment pouvez-vous? Êtes-vous un de ces vendus ou êtes-vous avec nous? Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? De quel côté? Ne te vends pas au patron, n'écoute pas leurs sottises. Nos pauvres diables, notre seule chance, c'est qu'on s'organise. Dans quel camp tu es? De quel côté? Dans quel camp tu es? Merci Olivier pour cette conférence gesticulée. Merci d'avoir montré la violence que pouvait représenter le système de l'assurance chômage envers les chômeurs, mais aussi de montrer qu'il y avait des possibilités de s'organiser au niveau politique notamment pour débloquer ces situations.